Les leçons du docteur A. Une initiation à la... très très subjective. Ok, tout le monde est là? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler histoire de l'art et essayer de comprendre comment on en est arrivé à notre conception actuelle complètement pétée du dessin et de la peinture. Alors c'est quoi? Eh bah, c'est la merde. Aujourd'hui, les deux pratiques sont pensées selon leur support présupposé, la peinture sur toile et le dessin sur papier. Conception qu'on va retrouver bien trop souvent dans les livres par exemple, avec une séparation des œuvres basée sur ces deux supports. Mais putain, quelle est la pertinence de séparer l'œuvre d'un artiste selon ce qu'il a peint sur papier et ce qu'il a peint sur toile? Clairement, je me pose la question et personnellement, ça me rend ouf. Alors mon problème c'est quoi? C'est que l'idée la plus répandue et que malheureusement on peut entendre beaucoup trop souvent, c'est que si quelqu'un prend un pinceau et trace un bonhomme avec de la peinture sur de la toile, alors c'est de la peinture. Mais par contre, si quelqu'un trace ce même bonhomme sur du papier, alors c'est du dessin. S'il y a de la peinture mais sur du papier, alors c'est plus de la peinture. Incroyable, c'est devenu du dessin, même si c'est exactement la même chose que ce qu'il y a sur la toile. Je sais que ça paraît archi con quand on le dit, mais c'est une conception largement acceptée, même si elle n'est pas souvent énoncée clairement. C'est une sorte de flou artistique tout pourri qui n'a pas vraiment de sens, mais qui s'est ancré profondément dans le monde de l'art. Eh bien, c'est ce mystère qu'on va tenter d'élucider aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui la toile et le papier sont les deux supports les plus dominants dans le champ pictural. Pourtant, ceux-ci n'apparaissent qu'il y a environ 500 ans, plus précisément pendant la Renaissance. Or, je suppose que c'est évident pour tout le monde que la peinture et le dessin existent depuis plus de 500 piges. Pas besoin d'être Daniel Arras pour savoir que les premiers dessins et peintures qu'on connaît se trouvent dans les grottes pariétales, et ça c'était il y a déjà environ 20 000 ans, et attention spoiler, c'était sur un mur. Alors puisque ces deux pratiques sont clairement bien antérieures à l'apparition de ces deux supports, putain, comment en est-on arrivé à considérer la peinture comme étant un travail artistique sur toile, et un dessin un travail artistique sur papier, et un escroc, un menteur, un voleur, un président de la République? La dernière question, je me contenterai de la poser, mais on va répondre aux deux premières. Alors, il y a effectivement quelque chose qui s'est joué à la Renaissance, période de bouleversement théorique, scientifique et artistique sans précédent, qui a vu apparaître l'humanisme, la perspective centrale, la toile et le papier, la syphilis, ainsi que l'avènement d'une toute nouvelle technique, la peinture à l'huile. Et ouais, ça a été un petit bordel, et quand il y a bordel, il y en a toujours qui en profitent pour essayer de se placer, mais j'y reviendrai. Avant, on peignait et dessinait principalement sur bois, même si t'avais aussi des trucs sur fresque et sur parchemin. La Joconde de De Vinci par exemple est peinte sur bois. Ah, tu savais pas ça, hein? Un des chefs-d'œuvre de la peinture est peinte sur bois. La conversion de Saint-Paul par Caravage ou encore le tourment de Saint-Antoine de Michel-Ange, la même. Donc je pense pouvoir dire sans trop paniquer que toutes ces peintures sont des peintures, malgré le fait qu'elles n'aient pas été peintes sur toile. Donc non, clairement, c'est pas la toile qui définit la peinture, et ouais, il y a bien une couille dans notre conception actuelle. Mais bon, ce que ça veut dire aussi, c'est que tous ces putains de peintres emblématiques de la Renaissance ont vu de leur vivant apparaître et se généraliser l'utilisation de la toile et du papier, même si clairement ça peignait et dessinait avant ça. Alors ouais, la toile a permis de délaisser les panneaux de bois trop lourds et trop volumineux pour un support carrément plus confortable. Pourtant, je crois pas que ce soit ça qui amènera une nouvelle conception des deux pratiques picturales, mais bien le papier et la peinture à l'huile, et on va découvrir ensemble comment on s'est mangé cette petite pirouette. L'apparition du papier, je vais pas mentir, ça a été une folie et clairement ça a changé la donne. Parce qu'avant, fallait faire du parchemin et v'là la mission que tu devais te cogner. Ça partait en pelage de cul de bovidé pour en récupérer la peau et ensuite passer des mois à la tanne à la raclette comme un taré jusqu'à en faire une surface lisse sur laquelle écrire et faire tes petites enluminures pépères au calme défoncées à la bière au fromage dans ton monastère. Clairement, il n'y avait que les prêtres de l'église catholique surblindée qui pouvaient se le permettre. Mais tout à coup, le dièse devient archi simple. Un moulin à eau, du coton, et bam, t'as des tonnes de papier. Légère simplification pépère, mais c'est quelque chose que je développerai dans un autre épisode. En tout cas, dans l'idée, ouais, produire du papier est carrément plus simple que de sacrifier des cheptels de bêtes à la gloire de Dieu pour en faire des bibles coloriées qui coûtent un bras à produire et une tonne à acheter. Et ça va faire une différence de dingue. L'accès à un support simple, pas cher et très facile à utiliser va totalement renouveler la pratique du dessin qui deviendra à la Renaissance l'outil de l'observation, de la description et de la compréhension. Ce que tu peux clairement kiffer dans les dessins anatomiques de De Vinci ou les études de muscles de Michel-Ange. Grâce au papier se développera une pratique du dessin 2.0 visant à la connaissance et à l'explication du monde et du vivant
qui fera apparaître une nouvelle conception du dessin comme outil de la raison. D'un autre côté, la peinture à l'huile va faire très plaisir elle aussi. La meuf, elle est là pour faire briller, et elle va faire briller le pigment d'une façon lourde, t'avais encore jamais vu ça de ta vie. Les mecs, ils étaient en hallucination tellement elles étaient vives les couleurs. Et cette brillance de taré accentuera une des qualités premières de la couleur, sa qualité sensible, immersive et émotionnelle. Comme l'a si bien dit de Kooning, la chair est la raison pour laquelle a été inventée la peinture à l'huile, et clairement, jamais t'avais encore pu traduire la carnation de la peau de manière plus vivante. Mais en plus, rien que ça te permettait aussi d'envoyer des grandes patates visuelles au niveau des sapes, et nique sa mère le florilège qu'il nous met dans nos grands yeux véronaises dans les noces de Cana. Pour ce qui est de la profondeur de la couleur et de la carnation, on pourra se lébrant sans souci sur la Madeleine en extase du Caravage. Ces qualités sensibles renforcées, magnifiées, amèneront à imposer le concept de la peinture comme premier vecteur de la passion et de l'émotion. C'est à ce moment-là, dans ce renouvellement théorique initié par ces deux nouveaux éléments, que s'est jouée la différenciation entre les deux pratiques, car avant ça, leur complémentarité et leur parenté, mon gros, ont toujours été évidentes. Cette nouvelle conception, la ligne comme outil de la raison et la couleur comme vecteur de la passion, en vrai, elle est incroyablement pertinente, car elle permet de définir clairement les caractéristiques premières de ces deux pratiques. Pourtant, ah ouais, elle ne devrait pas être prise comme une simple opposition binaire qui ne reflèterait pas une réalité bien plus complexe, où chaque pratique possède aussi la qualité de l'autre. Raison et passion font toutes deux parties du langage artistique, cette complémentarité faisant d'ailleurs toute la richesse de l'art et de la Renaissance en particulier. Je veux dire, faut que t'aies 5 cm de cataracte pour ne pas voir la passion des dessins de Michel-Ange. Le mec, il te fait changer de genre et d'orientation sexuelle à grands coups de sanguine dans tes organes génitaux avec juste un mec à poil et un bout de papier. Ou bien la raison d'une perspective centrale structurant une peinture de Véronèse. Le bordel, il est tellement bien construit que t'as le sentiment que tu pourrais rentrer dedans et aller faire toi-même un petit bisou à Jésus. Eh bien, cette complémentarité, je pense que les artistes à l'époque la mesuraient parfaitement. Et en effet, malgré leur grand complexe de supériorité qui pourrait effectivement les amener à se chauffer sur la question du dessin et de la peinture, jamais t'en trouveras un assez con pour se dire qu'une pratique dépasse totalement l'autre. Et ouais, tous les jours dans leurs ateliers, ils utilisent en même temps le dessin et la peinture dans leurs tableaux, donc évidemment, ils savent reconnaître les qualités de chacune, même si c'est possible de vouloir mettre en avant certaines d'entre elles. Alors ce que je me dis, c'est quoi ? C'est que cette opposition binaire et simpliste n'a pas servi à un propos intellectuel, mais un but politique, qui alors nourrit un faux débat théorique sur la supériorité prétendue du dessin défendu par l'école lombarde contre la supériorité de la peinture défendue par l'école vénitienne. Attendez, je la refais. Pour prétendre à la supériorité d'une de ces deux pratiques jumelles, il faut clairement être hors du champ de l'art et soit être très con, soit avoir un intérêt à voir l'une des deux mises en avant afin de pouvoir capitaliser dessus. Et ça, c'est le travail, j'ai mis des guillemets, des putains de politiciens. Reprendre à son compte une idée qui n'est pas la tienne, la dévoyer, la pervertir pour ton intérêt personnel, chier dessus, faire de l'oseille et essayer de te placer au-dessus des autres quitte à maltraiter une idée magnifique ? Allez, clairement, on est dans la sphère politique. Et en effet, je pense que cette volonté de placer une pratique au-dessus de l'autre trouve avant toute chose son origine dans l'opposition des deux centres névralgiques de la première Renaissance, Florence contre Venise, et que ce parti pris intellectuel des deux cités en concurrence allait se faire pour des raisons bien plus politiques et économiques qu'artistiques. Et dans le prochain épisode, nous allons découvrir ce qui aurait effectivement pu inciter des petits coquins à s'immiscer dans un débat artistique, dont clairement ils n'auraient eu strictement rien à foutre s'il n'y avait pas eu un vrai truc à gratter derrière. Vous avez kiffé ? Allez, ça fait plaisir. Vous connaissez les histoires, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et pour tous ceux qui sont trop chauds de m'aider, il y a un lien pour mon Tipeee dans la description. Pour chaque abonnement, vous recevrez une sérigraphie d'un des dessins qui claque sa mère d'une des peintures qui a marqué l'histoire de l'art que vous avez pu voir dans cet épisode. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy, you